Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la fin d'un puissant empire, souvent oublié dans l'histoire. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, la puissance assyrienne connut son apogée. Le redoutable empire du dieu Assur avait imposé son joug dans tout le Proche-Orient. Des contreforts de Zagros à la côte levantine, sous le règne d'Arsubanipal 669-627 avant Jésus-Christ. L'empire assyrien atteint son zénith. Le roi des 4 régions, comme le désignent les inscriptions royales, ne semblait souffrir de la concurrence sérieuse d'aucun autre souverain, de même qu'aucun État ne paraissait pouvoir rivaliser avec la puissance de l'armée de l'empire assyrien. Mais pourtant cette puissance va tomber à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous voulez en savoir plus sur la chute de l'empire assyrien? Venez avec moi. Un des phénomènes qui a pu fragiliser l'Empire est le paradoxe lié à son expansion. En effet, même si l'Empire assyrien dominait le Proche-Orient, cela ne jouait pas toujours en sa faveur. Le contrôle du territoire restait un enjeu permanent. De cette nécessité de gérer les espaces soumis naquit une administration méticuleuse, organisée afin de maintenir la communication entre le cœur de l'Empire et les périphéries. Il s'agissait également d'établir un relais pour l'autorité royale dans ces territoires éloignés, s'incarnant dans la figure du gouverneur de province. Au fil de l'expansion territoriale, cette organisation devient alors extrêmement coûteuse, particulièrement ce qui touchait de la gestion des anciens royaumes des cités-États directement intégrés en tant que provinces. Les rois assyriens cherchaient pour cette raison à intégrer les territoires conquis en privilégiant d'abord la vassalisation, puis en cas de révolte des vassaux, en remplaçant le roi hostile à la Syrie par un roi fantoche pro-assyrien. Outre ce coup, s'ajoutait le problème de l'éloignement du centre du pouvoir. L'empire assyrien, à l'apogée de son expansion territoriale, n'avait plus les moyens d'assurer le respect de l'autorité royale dans toutes ses périphéries. Plus un territoire est éloigné du cœur de l'Empire, plus la désobéissance devient facile. Sénachérib 704-681 avant Jésus-Christ dut ainsi consacrer une bonne partie de son règne à réprimer des révoltes dans des régions occidentales sous domination assyrienne. Néanmoins, l'expansion territoriale restait un des fondements de l'Empire assyrien, intrinsèquement lié à la fonction royale. En effet, il demeurait avant tout l'empire du dieu Assur, protecteur de la cité éponyme, qui vit croître la puissance assyrienne. Au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, le roi assyrien avait pour devoir d'étendre son territoire au nom du dieu Assur. Sinon, il ne méritait pas le titre de grand roi. Dans le cadre de leur conquête, les rois assyriens eurent recours à des pratiques qui, sur le long terme, affaiblirent l'empire. Le plus notable était celle de déportations croisées. Les Assyriens déportaient massivement les habitants des territoires vaincus. Une part conséquente de la population locale était envoyée de part et d'autre de l'Empire afin de les éloigner de leurs racines, contacts et alliances. Ces populations pouvaient être transportées là où une forte main-d'œuvre était nécessaire, notamment dans le cadre des constructions de palais ou des travaux agricoles. Elles pouvaient aussi être déplacées dans une région ayant subi des déportations afin de combler le manque démographique. Initialement, ces dernières permettaient d'amoindrir le risque de soulèvement, car les populations envoyaient le plus loin possible de leur région d'origine, qui était déracinée, et elles se trouvaient de surcroît mêlées à d'autres peuples, qui leur étaient parfaitement étrangers, voire hostiles. Toutefois, cela eut des conséquences sur le long terme, avec la dilution de la population assyrienne, et la mise en contact de groupes hostiles à l'Empire assyrien. En outre, certaines régions ne furent jamais réellement pacifiées. La Babylonie constitue l'exemple le plus frappant. Les Babyloniens n'acceptent jamais le joug des Assyriens. Les campagnes vers la Babylonie s'affichent comme un véritable motif dans les sources assyriennes, étant donné que la paix avec cette région n'allait que rarement au-delà d'une période de calme entre deux révoltes babyloniennes. Si une partie de la population urbaine de Babylonie peut se montrer favorable au pouvoir assyrien, les populations tribales, chaldéennes, araméennes, à l'inverse, se montraient souvent plus hostiles à l'égard de la Syrie. Cependant, les rois assyriens persévèrent dans leurs tentatives pour contrôler la Babylonie. La région représentait un enjeu économique trop conséquent pour être abandonné. Déjà sous Salman-Nassar III,
858-824 avant Jésus-Christ, les Assyriens manifestent de l'intérêt pour la Babylonie en lançant des campagnes prétextant venir en aide au roi babylonien et réprimer les soulèvements des Chaldéens. Les souverains assyriens mènent toutes sortes de politiques pour pacifier cette région, en particulier sous les monarques de la dynastie sargonide, Sargon II 722-705 avant Jésus-Christ et son fils Sénachérib 704-681 avant Jésus-Christ choisissent de s'imposer par la force en Babylonie. En 691 avant Jésus-Christ, une guerre de grande ampleur éclate après que les Babyloniens ont livré le fils de Sénachérib aux Élamites alors que le roi assyrien l'avait établi sur le trône babylonien. Au début des années 680 avant Jésus-Christ, Sénachérib met à sac et détruit complètement Babylone. Assagardon 680-669 avant Jésus-Christ, qui succède à Sénachérib, mène une politique opposée à celle de son père, cherchant la réconciliation et entreprenant la reconstruction de Babylone. Afin de prévenir les querelles de succession, Assagardon choisit Ashurbanipal pour lui succéder sur le trône d'Assyrie, mais nomme son autre fils, Samas, roi de Babylone. Ainsi, Assagardon pensait assurer la continuité des bonnes relations entre la Syrie et la Babylonie avec 2 fils sur chaque trône. Si le règne d'Ashurbanipal incarne la période de l'apogée de l'Empire assyrien, il fut néanmoins marqué par un événement qui affecte profondément le pouvoir royal. Une guerre civile l'opposant à son frère occupant le trône de Babylonie, qui décide de se révolter contre son frère en 652 avant Jésus-Christ. Déclenché par le manque de réactivité du roi assyrien qui ne vient pas en aide à la Babylonie lorsque celle-ci fut attaquée par les Élamites. Cette guerre de 4 ans, dont Ashurbanipal sort victorieux, ravive les tensions entre la Syrie et la Babylonie, et avec elle les velléités d'indépendance des Babyloniens. Bien que le règne du roi babylonien Kandalanu 647-627 avant Jésus-Christ apaisa les relations entre les deux parties, Ashurbanipal avait tout de même perdu la considération des Babyloniens, qui poursuivent leurs revendications, affaiblissant progressivement l'autorité royale assyrienne. D'autant plus que lors de ces dernières années de règne, Ashurbanipal n'était plus que l'ombre du grand roi assyrien qu'il fut. Son état de santé ne lui permettait apparemment plus de tenir sa fonction de souverain. Il est fort probable qu'entre 630 et 627 avant Jésus-Christ, le pouvoir fut en réalité exercé par son fils aîné, Assur-Etel-Alani, assisté en raison de son jeune âge par Sin-Sun-Lésir, qui était à la tête du commandement des eunuques. Si la situation était loin d'être idéale pour l'Empire assyrien, elle atteint un point de non-retour en 627 avant Jésus-Christ. Une succession d'événements déstabilise la Syrie, mais également la Babylonie. Ashurbanipal meurt, tout comme le roi de Babylonie, Kandalanu. Avec la mort de ces 2 personnages s'évanouissent également la paix et les relations cordiales entre la Syrie et la Babylonie. Quant à Assur-Etel-Alani, il décède également avant la fin de l'année 627, dans des circonstances assez étranges. Le principal suspect est le commandant des eunuques et régent du jeune roi. L'hypothèse de l'assassinat d'Assur-Etel-Alani peut être prise en considération, d'autant plus que la mort de l'héritier désigné d'Ashurbanipal laisse le champ libre à Sin-Sun-Lésir pour s'accaparer le pouvoir. En effet, Sin-Sun-Lésir parvient à monter sur le trône, ce qui, en tant qu'eunuque, fait de lui un cas unique dans l'histoire de l'Empire assyrien. Cette situation ne convient pas à un autre fils d'Ashurbanipal, considérant cette prise de pouvoir par un homme extérieur à la famille royale comme une usurpation. Les négociations entre les 2 protagonistes échouent et une guerre civile éclate autour de la revendication du trône. Sin-Sar-Iskun, qui demeure à Babylone au moment où ces événements eurent lieu, trouve un premier temps un allié auprès du général babylonien Nabopolassar. En moins d'1 an, après des revers des 2 côtés et malgré des difficultés à stabiliser la situation dans certaines villes de Babylonie, Sin-Sar-Iskun et Nabopolassar l'emportent sur Sin-Sun-Lésir. Sin-Sar-Iskun devient alors le nouveau roi d'Assyrie et met à mort le prince royal. Mais l'alliance entre Sin-Sar-Iskun et Nabopolassar vole en éclats dès 626 avant Jésus-Christ, ce qui s'explique principalement par l'instabilité de la Babylonie depuis la mort de Kandalanu l'année précédente.
Nabopolassar revendique le trône babylonien et se proclame roi et décide de se retourner contre Sin-Sar-Iskun. Il entre en guerre contre son ancien allié avec la ferme intention de libérer la Babylonie du joug assyrien, cette fois de manière définitive. La motivation première des Babyloniens n'était pas de renverser le roi assyrien, ni même d'étendre leur territoire aux dépens de la Syrie. Au commencement, cette guerre avait tout de ce qu'il y a de plus habituel dans le contexte des relations entre l'Empire assyrien et la Babylonie. Les Babyloniens recherchaient à s'émanciper de l'autorité assyrienne et à recouvrir leur indépendance, revendication qui durait depuis plusieurs siècles. Cette nouvelle guerre n'était donc pas perçue différemment des autres à ses débuts. La période allant de la fin des années 620 jusqu'à 616 avant Jésus-Christ reste peu documentée, ce qui ne permet pas de restituer précisément le début du conflit, ni même de dater exactement son commencement. Toutefois, il semblerait que dès 625 avant Jésus-Christ, le roi assyrien mène des campagnes annuelles en Babylonie dans le but de réprimer le soulèvement. Sin-Sar-Iskun persiste de cette manière jusqu'en 620 avant Jésus-Christ, dans une logique offensive caractéristique des Assyriens. Cependant, Nabopolassar résiste et le roi assyrien ne parvient pas à reprendre la région. L'objectif des Babyloniens fut d'abord de couper la Syrie de ses alliés en rendant la communication impossible. Cette lutte pour isoler l'ennemi marque en quelque sorte la première grande phase de la guerre qui conduit à la chute de l'Empire assyrien. Elle prit place entre 616 et 612 avant Jésus-Christ. Cette stratégie des Babyloniens visait à sécuriser leur territoire et à assurer que les Assyriens ne furent pas en mesure de lancer des campagnes de grande ampleur dans la région. Si au début des hostilités, Nabopolassar se montrait encore ouvert aux négociations, les échanges diplomatiques se tendent radicalement aux alentours de 616 avant Jésus-Christ. Le roi babylonien n'accepte plus les compromis. La priorité demeure la protection de la Babylonie. Pour cela, chasser les Assyriens et contrôler le Moyen-Euphrate pour en faire une zone tampon s'imposait comme le nouvel objectif de Nabopolassar, qui s'apprêtait à porter la guerre sur le territoire même de la Syrie. Deux percées vers le Moyen-Euphrate furent entreprises par Nabopolassar en 616 avant Jésus-Christ, l'une passant par l'ouest et la région de Sou, l'autre par l'est, en ayant pour objectif de s'emparer d'Arapha. Nabopolassar l'emporte sur les troupes assyriennes à Glabini au printemps 616 et obtient ainsi la mainmise sur un territoire qui fut longtemps une grande frontière fortifiée de l'Empire assyrien. Malgré les tentatives de poursuite engagées par les Assyriens et leurs alliés égyptiens, à la fin de l'été 616, les Babyloniens restent maîtres du territoire et contrôlaient alors un des principaux axes de communication ouest-est. Au printemps 615 avant Jésus-Christ, la menace babylonienne pesait sur la ville d'Assour, capitale et centre religieux de l'Empire assyrien. Les troupes de Nabopolassar mettent le siège devant la ville, cependant Assour résiste et Nabopolassar se retire. Jusque-là, les campagnes babyloniennes n'étaient pas encore décisives. La fin de l'année 615 marque le début d'un nouveau tournant dans la guerre, cette fois désastreux pour l'Empire assyrien. L'arrivée de contingents mèdes influence radicalement le cours des événements à partir de la fin de l'année 615 avant Jésus-Christ. Ces troupes de cavalerie issues d'une fédération de tribus mèdes commencent à attaquer la Syrie en prenant les capitales pour cible. Cette arrivée inopinée surprit les belligérants, mais les Babyloniens trouvent rapidement cette guerre l'allié vital pour compenser l'infériorité numérique de leur effectif. Nabopolassar se rallie donc à Siarsax, le chef des troupes mèdes, jusqu'en 612 avant Jésus-Christ. Nabopolassar et Siarsax s'attellent à couper l'Empire assyrien de ses points d'appui principaux et à l'isoler de ses alliés occidentaux. Les capitales assyriennes entrent rapidement dans la ligne de mire des Babyloniens et des Mèdes. Assour fut assiégé par ces derniers, que les Babyloniens rejoignent tardivement en 614 avant Jésus-Christ, et la ville finit par tomber au bout de 3 mois. Durant la mise à sac de la ville, de nombreux reliefs représentant les rois assyriens furent martelés par les Mèdes. Bien qu'étant une capitale moins importante à cette époque, Assur restait un centre culturel et spirituel extrêmement important et continuait d'incarner le cœur de l'Empire assyrien. Cette chute eut un retentissement énorme dans tout le Proche-Orient. En 612 avant Jésus-Christ, Ninive subit le même sort. Les Babyloniens et les Mèdes mirent le siège devant la grande capitale assyrienne. Les Scythes se seraient alors également joints à la coalition anti-assyrienne.
Les Assyriens ne parviennent pas à résister, et la ville tombe en août 612 après un long siège de 6 mois. Sirnsa-Iskun meurt à ce moment, probablement durant la chute de la capitale. Assur-Ubalite II lui succède, régnant à présent sur un empire gravement affaibli et en train de se désagréger. Au lendemain de cet événement, les Assyriens ne pouvaient plus vraiment retourner la situation à leur avantage. Nabopolassar avait donc atteint son objectif. L'empire assyrien, privé de ses principaux points d'appui, demeure à présent isolé. Mais la guerre ne touchait pas encore à sa fin. L'empire assyrien n'était pas définitivement vaincu, malgré la chute décisive de sa grande capitale. Le conflit entre alors dans sa deuxième phase. Consistant en l'occupation systématique des territoires de l'Est et la concentration des efforts militaires autour de la dernière capitale, Harran. Les Mèdes se trouvent ainsi au cœur des événements les plus marquants de la guerre. Ils participent activement au sac des grandes capitales et jouent un rôle important dans la stratégie visant l'isolement de la Syrie. Assur et Ninive furent particulièrement touchés par des destructions d'une ampleur inhabituelle. Les sources babyloniennes, y compris certains biens postérieurs datant du règne de Nabonide, 556-539 avant Jésus-Christ, relatent le choc des Babyloniens face aux destructions causées par les Mèdes. Néanmoins, si les Mèdes furent effectivement responsables d'une bonne partie de celles-ci, les Babyloniens ne furent pas non plus en reste. Il s'agissait probablement d'une manière de se dédouaner partiellement de ces dégâts sans précédent, alors même que les temples et les lieux spirituels furent gravement touchés. Cette guerre demeure, malgré tout, marquée par l'intensité inhabituelle des violences et des destructions, œuvre des Mèdes ou déchaînements liés à une soif de revanche. Le doute perdure, alors que la guerre prenait une autre tournure et que les Babyloniens commençaient à occuper systématiquement les territoires vaincus. Les Mèdes ne témoignent toutefois pas de volonté de prendre le contrôle de ces régions. Syriax et ses troupes cherchent surtout à infliger des dommages à la Syrie. En ce sens, cela peut s'expliquer par l'ampleur des destructions puisque par la suite les Mèdes ne comptaient pas récupérer les territoires. Les motivations des Mèdes dans ce conflit restent relativement méconnues, étant donné qu'il ne subsiste pas de sources documentées les relations entre les Mèdes et la Syrie durant les années précédant le conflit. La dernière capitale assyrienne, Harran, tombe en 610 avant Jésus-Christ et fut également mise à sac. Après cela, les Mèdes rentrent chez eux. En 610 avant Jésus-Christ, la fin de l'Empire assyrien était proche. Assur-Ubalite II luttait désespérément pour la survie de l'Empire qui s'effondre définitivement l'année suivante. Dès que les Assyriens furent détruits, l'Égypte de Nakhéo II, 610-595 avant Jésus-Christ, et le nouvel empire néo-babylonien, qui se faisait désormais face, s'opposent pour la domination des territoires occidentaux auparavant soumis à l'empire assyrien. Harran fut brièvement récupéré en 609 par les anciens alliés égyptiens des Assyriens. À partir de 607 avant Jésus-Christ, les Babyloniens concentrent leurs efforts sur la partie occidentale de l'Empire et sur les dernières poches de résistance assyrienne. Ils finirent par chasser les Égyptiens de la région en 605 avant Jésus-Christ, en l'emportant lors de la bataille de Carchemish. À partir de 605 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor II, 605-562 avant Jésus-Christ, s'attelle à achever l'œuvre de Nabopolassar en continuant la lutte contre les Égyptiens au Levant, région qui reste disputée jusqu'à la fin des années 600 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens finirent par abandonner leur possession levantine aux Babyloniens. Le déroulé des événements peut donner l'impression que les Assyriens ont été tout bonnement terrassés par les Babyloniens et leurs alliés, notamment avec la chute successive des grandes capitales assyriennes. Pourtant, les Assyriens mènent des offensives contre les Babyloniens en leur infligeant de sérieux revers, en particulier au début de la guerre. Toutefois, l'Empire assyrien n'avait jamais réellement instauré de stratégie défensive. La manière dont les Assyriens envisagent la guerre pourrait ainsi apparaître comme un des éléments explicatifs de sa chute. Dès le XIe siècle avant Jésus-Christ, les Assyriens forgent leurs empires au travers d'une politique offensive et agressive.
Il s'agissait d'attaquer l'ennemi potentiel avant que leur puissance ne supplante celle de la Syrie pour contraindre le royaume à se soumettre. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien déplore de lourdes pertes qui réduisent drastiquement l'emprise territoriale assyrienne. Le siècle suivant fut celui de la reconsolidation de la puissance et des grandes conquêtes. Arsurnasirpal II, 883-859 avant Jésus-Christ, et Salmansar III, 858-824 avant Jésus-Christ, jouent un rôle crucial pour asseoir leur domination sur le Proche-Orient. Les rois assyriens effectuent annuellement des levées de tribus sur les vassaux et éventuellement ramener l'ordre dans les royaumes et cités-États infidèles. En d'autres termes, les Assyriens assuraient la défense de leur territoire en adoptant une posture offensive face aux menaces potentielles. Cela était également valable dans le cadre des conflits avec la Babylonie, avec des campagnes régulières sur le territoire pour réprimer les tentatives de révolte. Ainsi, ce nouveau conflit avec la Babylonie n'était pas perçu différemment des précédents. Sirsa et Skun a opté pour la stratégie offensive habituelle, car cela semblait suffisant pour protéger l'Empire assyrien du soulèvement de Nabopolassar. D'autre part, la stratégie assyrienne demeurait très bien connue des Babyloniens, mais aussi des Mèdes, du fait des guerres récurrentes, ce qui a également pu jouer en la défaveur de l'Empire assyrien. En outre, les Babyloniens parviennent ces fois à porter les conflits sur le territoire assyrien. N'ayant pas de stratégie défensive efficace, cela précipite sa chute qui perd successivement les précieux points d'appui qu'il possédait dans ses capitales. De plus, la Syrie ne peut véritablement pas compter sur de fidèles alliés pour l'épauler dans cette guerre. En premier lieu, certains territoires sous domination assyrienne ne cherchaient absolument pas à résister face aux Babyloniens, voyant leur arrivée comme une potentielle libération du joug assyrien. Ce fut notamment le cas de Sou, qui livre immédiatement un tribut. Si l'Égypte joint ses forces à celles de Sinsar-Iskoun en 616 avant Jésus-Christ, ce fut avant tout par opportunisme. Dans les années 620, alors que l'Empire assyrien était en proie à l'instabilité politique, l'Égypte en a profité pour accaparer une partie des territoires levantins sous domination assyrienne. Dans les années 610, l'Égypte apporte une aide à la Syrie qui ne reste que ponctuelle uniquement parce qu'il était dans l'intérêt des Égyptiens de ne pas se retrouver seuls face à un redoutable ennemi babylonien. Mais cette politique fut un échec. Le redouté et puissant empire assyrien, remarquablement organisé et rayonnant sur tout le Proche-Orient, avait en fait accumulé de nombreuses faiblesses au fil de l'accroissement de sa puissance. La difficulté à contrôler un territoire aussi vaste, l'antagonisme séculaire avec la Babylonie et la politique hautement offensive de la Syrie venant se conjuguer à un contexte d'instabilité et de fragilisation du pouvoir royal précipite sa chute. Néanmoins, toute trace de civilisation assyrienne ne disparaît pas lorsque l'empire néo-babylonien supplante son adversaire. En réalité, cette transition fut marquée par une grande continuité, particulièrement dans la gestion de l'Empire, du fait de la reprise du système administratif assyrien, qui était déjà en place. Cela perdure même à l'époque perse, qui débute avec le renversement de Nabonide en 539 avant Jésus-Christ par Cyrus II le Grand. Comme on l'a vu, l'Empire assyrien à la fin du 7e siècle avait disparu. Le nouvel empire néo-babylonien récupéra à son profit les anciens territoires assyriens, imposant sa domination sur le Proche-Orient. Cette chute brutale et inattendue de l'empire assyrien peut, au premier abord, sembler choquant et inexplicable. Comment un empire aussi puissant peut-il s'effondrer aussi rapidement au lendemain de son apogée ? De plus, comment les Assyriens peuvent-ils succomber aux attaques des Babyloniens auxquels ils étaient si accoutumés ? Des failles se cachaient en réalité derrière la façade de l'invincibilité assyrienne. La difficulté à contrôler un territoire aussi vaste, l'antagonisme séculaire entre la Babylonie et la Syrie et la politique hautement offensive de l'Empire assyrien venant se conjuguer à un contexte d'instabilité et de fragilisation du pouvoir royal, précipite l'Empire vers sa chute, tout en prenant compte une sécheresse extrême à travers l'Empire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien.
mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire d'Amiens. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.